Aton est mon invité. Il vient de publier en compagnie de Jean-Luc Riva un ouvrage instructif, Se préparer au pire, la violence n'est pas pour les autres. Et ça tombe bien, parce que cet ouvrage arrive au moment où les chiffres officiels indiquent qu'il y a aujourd'hui en France 1000 agressions déclarées par jour. Aton, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, bonjour à vous et merci pour l'invitation. Merci d'être présent pour défendre cet ouvrage. Avant d'évoquer ce livre qui est un peu un guide de survie à toutes les formes de violence, je pense qu'il est nécessaire d'évoquer votre parcours professionnel qui vous a mené de Philippe à Anton, à Aton, à Aton, du GIGN au cinéma, de gendarme à auteur-comédien. J'ai même vu la série Dérapage sur Netflix, parcours que l'on peut quand même qualifier d'atypique. Oui, assez atypique, comme le personnage que je suis au dire de mes amis, de ma famille, de tout mon entourage. Alors après, pour vous dire un petit peu enfin, le personnage que je suis, ça a démarré quand même assez jeune avec du harcèlement scolaire et assez violent, à une époque dans les années 80 où c'était pas vraiment un sujet, où il fallait se débrouiller seul. Et j'ai eu la chance d'avoir un père qui m'a aussi inscrit en club de gymnastique dans un premier temps, avec qui je chahutais un petit peu aussi pour m'aguerrir, avec qui j'ai fait de la randonnée et qui m'a ensuite inscrit un peu plus tard dans un club de karaté au moment où j'avais l'âge. Et ça m'a permis de me défendre à une époque où les professeurs, les surveillants en fait étaient impuissants et ne comprenaient pas, enfin ne voyaient pas même un intérêt d'intervenir pour ce qui leur semblait normal. C'était des élèves qui chahutaient et ils ne voyaient pas un quelconque harcèlement. Voilà, donc je suis rentré dans la violence, enfin dans la brutalité contre la violence. Ça a marché. Alors pour certains, c'est dommage, mais pour moi, en tout cas, ça m'a quand même évité un certain nombre de choses, telles que même peut-être même le suicide, hein, où certains y trouvent une solution, malheureusement. Et puis ensuite, je crois que ça m'a quand même dirigé vers la carrière que vous dites, hein, vers le GIGN, pour justement me défendre moi-même, mais défendre aussi la population et mon entourage. Voilà. Ça, et de GIGN à acteur, là, on saisit moins bien. Alors en fait, pour moi, c'était un rêve d'enfant parce que quand j'étais enfant harcelé, ceux qu'on n'embêtait pas, c'était les acteurs hollywoodiens, c'était les Schwarzenegger, c'était Sylvester Stallone, Jean-Claude Van Damme. Pour moi, c'était les héros qu'on harcelait pas, qui étaient justement qui défendaient les personnes qui pouvaient être un peu opprimées, la veuve et l'orphelin. Donc j'ai voulu endosser justement cette tenue de héros et pour moi, ça passait par le cinéma américain hollywoodien. Et puis en 94, j'étais témoin de l'opération de Marignane du GIGN. Et là, la vocation s'est affinée. Et je me suis dit, je ne perds pas de vue le cinéma, mais avant ça, je ferai le GIGN. Voilà. Et l'image de marque aujourd'hui, je voyais une vidéo de vous avec le Major Gérald, on dit, voilà, c'est le prototype même de l'homme testostéroné. Est-ce que ça vous convient ou c'est une image fallacieuse? Non, moi je trouve que c'est un profil un peu complet qui me va, hein, à moi, hein. Alors après peut-être que j'étais plein de doutes sur mes capacités à me défendre. Le fait en fait de développer une musculature qui se voit, le fait de développer des capacités techniques par le karaté, les sports de combat, la self-défense, je pense m'a permis de me rassurer au niveau psychologique et de renforcer aussi mon mental en gagnant un petit peu en confiance en moi. Et en ayant plus confiance en moi, je pense que j'arbore euh, personnalité de quelqu'un qu'on n'a pas forcément envie d'embêter aujourd'hui. Alors, confiance en vous, mais peut-être pas confiance en l'humanité. Est-ce que vous faites vôtre la loi de Murphy, qui est le symbole du pessimisme? C'est vrai que votre carrière, on le voit bien professionnelle, votre expérience au GIGN et aux crises dont vous avez été témoin vous donne une légitimité pour écrire, se préparer au pire. Mais vous faites remarquer dans votre avant-propos qu'il faut apprendre donc cette loi de Murphy. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit si le pire est susceptible d'arriver, alors il arrivera. Ça, c'est du vrai pessimisme. Je ne crois pas que ce soit du pessimisme aujourd'hui, et d'ailleurs tout ce que j'ai prédit en toute modestie, hein, mes collègues, Jean-Luc Riva, moi-même, tout ce qu'on s'est dit il y a quelques années de ça,
finit par arriver. Et en fait, moi, je pense que c'est en faisant un déni où on ne se prépare pas, et puis on est sujet à la surprise, et quand on est surpris, ben, on n'est pas forcément efficace. Donc, effectivement, quand on voit notre environnement, quand on voit l'actualité, quand on voit la montée de la violence, je pense que c'est pas être pessimiste que de se préparer justement bah, pour pouvoir prévenir ça, pour pouvoir éviter, et puis vivre de manière enfin, meilleure, quoi. Voilà, c'est pour vivre le meilleur, hein. Plus les gens seront aguerris, je pense, dans le nombre, moins les agresseurs tenteront les agressions. Et alors c'est peut-être utopiste de notre part, mais on se dit que si tout le monde s'aguerrit un petit peu à ça et se prépare, bah, chacun mettra en place un certain nombre de choses qui feront que ce sera beaucoup plus difficile pour les délinquants d'agir, et peut-être qu'on repoussera un petit peu par nous-mêmes, parce qu'effectivement, la police et la justice ont l'air complètement dépassés. Alors oui, c'est ça, se préparer au pire. En fait, vous prenez le parti dès le départ de se dire, bon ben voilà, la police, elle est submergée, les prisons, elles sont pleines, la justice, elle est, on le sait bien, souvent laxiste, donc c'est par soi-même qu'il va falloir trouver les moyens de se défendre. Oui, c'est tout à fait ça. C'est un constat que l'on fait. Dans le cadre de la légalité, bien sûr, tout le temps. C'est Bien une sûr. démarche personnelle, individuelle, qui vous permet de se préparer au pire. Et là, dans cette notion-là, vous placez au-dessus de toutes les formes de violence, finalement, les violences faites aux femmes. Vous ouvrez sur l'ouvrage avec ça, et l'actualité, ben, elle prouve que cette violence, bien évidemment, elle explose. Et quels sont, là, en gros, quels sont les outils de défense contre ces agresseurs qui, quelquefois, sont aussi des violeurs? Justement, moi j'ai vu beaucoup de femmes courir, j'en vois régulièrement, hein, avec un casque sur les oreilles, avec la musique à fond. Elles se challenge avec des applications qui leur font justement monter les pulsations cardiaques tout au long de leur footing, ce qui fait qu'en cas d'agression, elles ne seront pas en mesure de courir plus vite pour fuir, et puis de se défendre physiquement. Aussi parce qu'elles n'ont pas forcément un certain nombre de techniques ou d'outils. On parle dans le livre même de bombes lacrymogènes. Alors, ça a soulevé aussi le problème, a-t-on le droit d'avoir la bombe lacrymogène? Pour en avoir discuté à 100% avec bon nombre de forces de l'ordre qui sont sur le terrain et susceptibles de faire des contrôles, bien sûr, il y a une forte tolérance à accepter à ce qu'une femme soit porteuse d'une bombe lacrymogène. Pour un homme, ça peut être un peu différent, mais c'est vrai que les femmes sont quand même sujets à beaucoup de violences, et c'était important pour nous de dresser un petit peu l'état des lieux, de prendre des témoignages et de les livrer dans cet ouvrage. C'est vraiment un guide pratique, hein. Ce ne sont pas un guide juridique, c'est un guide pratique, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais face à l'agresseur, qu'est-ce que je fais face à la violence qui s'impose à moi. Oui, on a voulu être le plus pragmatique possible en mettant les gens dans des situations sous forme de récit. Donc, ça permet de s'immerger dans une situation qui va se dégrader, et derrière, en fait, de tirer quelques solutions, quelques propositions de solutions avec, en fait, les capacités qu'on peut avoir actuellement à notre disposition. Alors, monsieur, vous savez qu'à chaque fois qu'on évoque cette notion de violence, bien évidemment, on se situe dans un cadre avec des lois, donc où la politique n'est pas très loin. Et par exemple, vous avez un chapitre qui s'appelle Agir ou laisser faire. Et vous dites, ben, il n'y a pas de 2NM, c'est-à-dire d'École nationale des malfrats, cambrioleurs, c'est un job d'autodidacte. Et dans ce chapitre, vous soulevez la question importante d'ailleurs de la légitime défense. Vous citez l'article 122.5, je crois, du Code pénal, qui invoque, si je me souviens bien, des moyens de défense qui doivent être proportionné, hein, c'est ça, à la gravité de l'infraction. Est-ce que là, en matière de loi, sur cette question de légitime défense, c'est bien calé? Est-ce que, en fait, c'est une loi qui est trop laxiste, trop restrictive, ou vous considérez-vous qu'elle était absolument bien adaptée? Et vous l'avez vu dans le cadre de votre métier, est-ce que cette légitime défense, vous y avez été, bien évidemment, face à elle très régulièrement? Alors, je pense qu'on dit nul n'est censé ignorer la loi dans le mauvais sens, hein, quand on se fait prendre à défaut, mais on méconnaît le cadre de légitime défense, et le fait de méconnaître, on se dit qu'on ne va pas agir.
et on laisse faire. On préfère laisser faire dans le doute, bien souvent. Même quand on est témoin, on voit que les gens n'interviennent pas sur une agression. Une femme qui se fait agresser dans le métro, la majorité des gens sortent leur portable, vont filmer, vont peut-être appeler la police, mais ne vont surtout pas intervenir. Donc ça, c'est quand même un problème. En France, on dit souvent un nul n'est censé ignorer la loi. Alors, c'est aussi bien quand on est pris à défaut, mais quand ça peut tourner aussi à notre avantage, il faut savoir la connaître et l'utiliser. On peut voir que beaucoup d'agressions dans le métro de femmes ou d'hommes, les gens n'interviennent pas parce qu'ils sont dans le doute, ils méconnaissent en fait ce cadre légal. Si on connaît ce cadre légal, on peut éventuellement faire quelque chose. Donc nous, on a voulu justement le rappeler, le vulgariser un petit peu pour le rendre accessible à tout à chacun. Après, en France, c'est vrai que c'est quand même assez restrictif. Ça ne nous permet pas d'exercer la brutalité ou de répondre à la violence dans bon nombre des cas où effectivement, si l'agresseur avait connaissance que la personne en face va très certainement réagir et peut-être plus violemment qu'elle n'exerce elle-même la violence, ça pourrait éventuellement la dissuader. Donc, mais ça, moi, je suis pas politique, je suis pas juriste, donc on s'applique avec Jean-Luc Riva à la stricte réalité de du terrain, qui est le cadre légal. Vous ne pouvez pas me dire ça, vous avez été membre du GIGN, vous avez fréquenté les gendarmes bien sûr, mais aussi les policiers, et vous savez qu'ils sont confrontés toujours eux-mêmes devant cette question de la légitime défense, qui les emmène des fois jusqu'au tribunal. Vous ne pouvez pas me dire que vous n'avez pas d'avis sur la question. J'ai un avis, après vous savez, moi j'ai une culture militaire qui fait que donner mon avis c'est toujours très compliqué, mais effectivement, moi je trouve qu'il y a deux poids, deux mesures et que la justice est un petit peu quand même laxiste. Alors, je veux pas, c'est facile hein, de juger. Moi j'ai pris pour habitude d'essayer de ne pas avoir d'a priori et de ne pas avoir de jugement hâtif sur ce que je ne maîtrise pas. Et effectivement, la justice, je ne la maîtrise pas. Moi, j'ai un regard très spectateur. Je sais que, bon, par les réseaux sociaux, je peux avoir une certaine influence et je me garde quand même d'être assez virulent sur un sujet que je ne maîtrise pas. Maintenant, quand je vois le taux de récidive, quand je vois que les prisons sont pleines, je me dis, forcément, il y a un problème. Quand je vois qu'on fait le 17 et que justement, dans les 5 minutes, dans les délais qui pourraient être espérés, la police ne peut pas intervenir parce qu'elle est déjà occupée sur autre chose, je me dis qu'effectivement, il y a un problème. Et moi, en fait, je ne cherche pas à dénoncer quoi que ce soit, je cherche en fait à faire un état des lieux et de réagir en fonction de ce problème. Parce que ça m'a valu beaucoup de perte d'énergie, d'essayer de lutter, de comprendre. Et à un moment donné, en fait, j'étais épuisé de ça. Je me suis dit, bon, on va faire avec et on va donner les clés parce qu'on peut faire des choses malgré cette situation. Et à un moment donné, quand on n'est pas aidé, il faut s'aider soi-même. Des clés, vous en donnez, et des fois, elles sont quand même surprenantes. Dans l'idée, de garder son sang-froid, par exemple, vous déconseillez de posséder une arme, qui reste évidemment quand même un moyen de défense important. Et désolé de vous dire, là, vous prenez bien parti politique, parce que ce débat sur le port d'armes qui se déroule aux États-Unis se déroule bien évidemment aussi en France par rebond. Et donc, vous dites, quand on est agressé, il faut mieux pas avoir d'armes. Vous savez, on a des débats qui sont, dont les avis sont très binaires en France. C'est pour ou contre. Alors moi, je suis pour le port d'armes, mais pour une certaine catégorie de la population. Je vais prendre mon exemple. J'ai passé 20 ans dans l'armée, j'ai passé 15 années au GIGN. À mon dernier jour du GIGN, j'ai rendu toutes mes armes. Si aujourd'hui, je veux être armé, pouvoir sortir, peut-être même aller dans une salle de théâtre ou dans un cinéma qui pourrait potentiellement être la cible de terroristes ou d'un agresseur armé, je ne suis pas en mesure justement d'avoir cette arme et d'avoir ce port d'arme. Donc ça, pour moi, et je ne suis pas seul dans le cas, je prends mon cas parce que je le connais bien et parce que voilà, on peut parler, je vais prendre de ce que je connais le mieux, mais je pense qu'il y a d'autres personnes en France, des retraités des forces spéciales, des unités d'élite ou même pas forcément, des forces de l'ordre qui prennent leur retraite et qui sont en capacité encore d'utiliser une arme dans un cadre légal et dont on prive justement cette capacité-là. Et on prive aussi non seulement donc la personne, mais aussi son entourage et surtout la population. Donc pour ça, je suis pour le port d'armes. Après, d'élargir comme aux États-Unis, non, parce que pour l'avoir vu, même là-bas, j'étais beaucoup aux États-Unis, il y a des gens qui sont porteurs d'une arme et qui n'ont pas forcément les capacités techniques ni mentales pour les avoir. Donc, je suis pour le port d'armes, mais que ce soit très légiféré avec un suivi technique et psychologique.
Et là, dans le cadre du livre, cadre stricto sensu des conseils que vous donnez, dites, voilà, si vous prenez une arme, la personne qui est en face de vous, l'agresseur, va lui considérer que vous pouvez le tuer. Et ça entraîne bien évidemment une riposte qui est surdimensionnée, peut-être surdimensionnée par rapport à ce qu'il s'apprêtait à vous faire. Mais ce qu'il y a, c'est que quand on sort une arme, il faut être prêt à s'en servir, il faut être prêt à tuer. Pour avoir vécu justement la chose au GIGN, c'est extrêmement compliqué. C'est facile, beaucoup en parlent, beaucoup quand on dit, voilà, si votre enfant est agressé, moi je suis capable de ci, je suis capable de ça, mais très peu l'ont vécu. Donc je crois à la riposte sur une agression, mais je crois aussi à la stupéfaction. Et quand on a une arme entre les mains, cet outil qu'on pourrait utiliser peut se retourner contre nous si on n'est pas mentalement, physiquement aussi apte à la défendre, cette arme. Parce qu'avoir une arme, mais si vous êtes frêle et pas du tout technicien de sport de combat et que vous n'avez pas cette capacité d'engager le combat et cette volonté de faire mal, parce que vous posez plein de questions, trop de questions au moment venu, ça peut se retourner contre vous. Donc c'est pour ça que je préconise des armes, ce qui est qualifié comme arme ou comme objet de défense tel la bombe lacrymogène, si elle se retourne contre vous, c'est quand même un moindre mal. Et c'est tout le sens du livre, d'ailleurs, vous ne cessez pas de le répéter, c'est qu'il faut quand même se préparer. Alors, vous l'avez dit mentalement, il faut aussi se préparer simplement physiquement. Comme il n'y a plus de service militaire, il faut trouver d'autres parades. C'est quoi? C'est l'entraînement qu'il faut? C'est l'aguerrissement? C'est indispensable? Pour moi, c'est indispensable. L'aguerrissement, ça va être d'aller faire des marches de nuit, de dormir un petit peu dehors, mais ça peut être aussi en famille. Ça peut être aussi de couper Internet à vos enfants un week-end et vous verrez, vous allez vivre, vous allez vous aguerrir psychologiquement. Voilà, couper l'électricité chez vous, enfin voilà, n'utilisez pas l'électricité pendant un week-end, c'est une manière aussi de s'aguerrir. Bon, ça peut être voilà pour des conflits, des choses qu'on traite dans une deuxième partie du livre, mais l'aguerrissement physique, c'est s'inscrire en club sport de combat, à encaisser quelques coups, encaisser des gifles, voilà, lors d'entraînement à la self-défense, à des clés de bras, à des choses comme ça qui vont faire que si toutefois ça vous arrive, cet effet de surprise sera moindre. Et l'effet de surprise étant moindre, vous avez une meilleure capacité, une meilleure lucidité pour pouvoir agir, surtout si vous avez un minimum de bagage technique. Ah, il y a aussi quelque chose à affronter dorénavant, que vous affrontez là aussi dans l'ouvrage, c'est le harcèlement scolaire et vous ajoutez, et c'est important, en ligne. Et là, c'est quand même difficile d'apporter des conseils. Quand le harcelé se défend, il peut devenir le harceleur. Vous évoquez votre propre jeunesse, vous l'avez dit, où l'apprentissage du karaté vous a fait passer de victime à prétendu coupable. Oui. Donc, face au harcèlement, est-ce qu'il faut poser un genou à terre? Alors, j'ai posé un genou à terre pour poser la réflexion, pour me dire qu'est-ce que je vais mettre en place pour répondre à ça. Est-ce que je peux trouver de l'aide? Malheureusement, de l'aide autour de moi, j'en ai pas trouvé. Par contre, c'est vrai que les sports de combat m'ont donné une capacité de répondre au harcèlement et à la violence de manière brutale. Et j'ai préféré, je vous avoue sincèrement, passer pour quelqu'un de brutal que passer pour une victime ignorée de tous et isolée. Et c'est sûr que ça m'a pas valu que des compliments, ça m'a valu une certaine stigmatisation même, mais ça a été beaucoup plus simple à assumer pour moi et pour ma personnalité. Et je pense que pour avoir discuté avec des jeunes qui étaient harcelés et qui se sont mis au sport de combat et qui ont dû répondre par les poings, de leur retour, ça a été plus acceptable aussi, quoi. Donc c'est une préparation physique, il y a aussi une préparation mentale parce que il faut gérer son stress, ses peurs ou ses phobies. Là aussi, est-ce qu'il y a une recette miracle à ça? Alors, il n'y a pas vraiment de recette miracle, mais c'est en se confrontant un petit peu à la réalité. Moi, j'ai eu la chance de beaucoup voyager, d'être confronté à la misère humaine, à la violence aussi, dans certains pays, où pour survivre, on n'a pas d'autre choix que de se battre. Ça, j'en étais témoin. Moi, dans mon parcours aussi, ça n'a pas été simple. Maintenant, il y a un cap à passer dans la riposte, c'est-à-dire, vous savez, je pense que la majorité des gens ont du mal à exercer l'usage de la force ou la brutalité parce qu'ils ont peur de faire mal. C'est ancré en eux. Faire du mal physiquement à l'autre, c'est quelque chose qui n'est pas bien. Et en fait, pour être efficace, faut passer outre cette chose-là. C'est-à-dire, c'est légitimer sa propre riposte en se disant, mais là, cette attaque
qui va m'être faite, ou qui potentiellement pourrait être faite, est injuste. Et je ne dois pas l'accepter. À partir de maintenant, je vais me mettre psychologiquement, mettre un cheminement en place et je vais l'accepter, c'est de faire mal à l'autre, faire mal à l'agresseur. Alors ça, je sais qu'en France, quand je dis ça, c'est toujours, waouh, c'est pris un peu pour pousser les gens à la violence. Non, je pousse à la riposte physique dans le cadre légal. Vous avez le droit de faire mal. Parce que je me souviens de cette vidéo qu'on voit, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était à Arras, quand le professeur là, se fait agresser au couteau. On a une vidéo où on voit quelqu'un qui défend avec une chaise. Mais il ne fait que défendre jusqu'au moment où il trébuche et il se prend des coups de couteau. Si cette personne, alors attention, je remets dans le contexte, j'apporte une expertise avec beaucoup de recul. Mais vous savez, si moi j'étais agressé à ce moment-là, si j'ai une chaise entre les mains, je ne vais pas faire que me défendre avec. Je vais frapper avec. Et là, ça fait en fait toute une différence. Et pour avoir vécu l'expérience de justement d'oser faire mal et de ne pas avoir peur de faire mal à mon agresseur, je peux vous assurer qu'à pratiquement 100%, même s'il pouvait avoir le dessus, j'ai eu l'ascendant psychologique parce qu'il s'est inscrit dans mes yeux que j'étais prêt à faire mal et que j'avais plus de limites. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui change absolument tout. Mais c'est difficile à transmettre, je peux l'expliquer, j'essaie de le faire du mieux possible, et ça ne veut pas dire qu'on va devenir agresseur. Ça veut dire qu'on refuse l'agression. Ah, il y a Moi, j'avais beaucoup... une prof de français, j'étais très jeune, je peux vous assurer, c'était une toute petite bonne femme, et quand elle nous disait de nous taire, il y avait une telle détermination en elle qu'on se taisait. C'est clair. Et il y a plein d'autres choses dans se préparer au pire chez Albin Michel, mais en vente sur le site de la boutique de TVL, tvl.fr, mais les téléspectateurs TVL sont habitués à ce rendez-vous sur la boutique du site tvl.fr. Et il y a un reproche que je vous ferai, ou tout au moins une incompréhension que j'ai sur les nombreuses règles que vous édictez pour vivre, survivre. Et là, vous le faites dans un chapitre qui est dans un quartier dangereux. Et vous affirmez, je vous cite, parce que pour moi, ça crée une problématique. Pour éviter les ennuis dans un quartier dangereux, il faut adopter les règles de vie de ses habitants. Et donc, je me suis dit, si tu es face dans un quartier où il y a des dealers, finalement, il faut mieux que tu deals. Si ta femme ou ton épouse ne veut pas porter de chador, il faut mieux qu'elle, pour éviter les ennuis, qu'elle le porte. C'est-à-dire qu'adopter les règles, vous avez bien compris, Aton, que c'est adopter aujourd'hui les mœurs, les coutumes, les traditions. Ça va au-delà que de se faufiler. Si je mets un jogging, comme tout le monde a un jogging, je passe inaperçu. Vous voyez bien que c'est largement supérieur à cela, quoi. Voilà, j'ai là-dessus une interrogation. Je vous la soumets. Alors peut-être qu'on ne s'est pas bien fait comprendre, mais en fait, au sein de l'appartement, effectivement, c'est nos propres règles qui prévalent. Hein. C'est pas, on n'adoptait pas les règles du quartier, le dit, la religion, ou quel que soit, ou j'en sais rien, ou les mœurs douteuses dans notre propre environnement. Par contre, à partir du moment où on sort de son appartement et on est dans la rue, et qu'on est seul surtout, ou qu'on est une famille qui n'a pas forcément les moyens de combattre aussi bien verbalement que physiquement à la majorité, pour survivre, il vaut mieux se fondre dans la masse. Alors c'est plutôt ça, c'est se fondre dans la masse et se faire discret, adopter un low profile. Après, effectivement, si on avait la possibilité d'imposer entre guillemets ces bonnes mœurs, mais ça encore, je ne suis pas juge de ce qui est bon ou ce qui est mauvais. Je sais qu'il y a des choses qui sont hors la loi, comme les points de deal dans certains quartiers sensibles. Il n'est pas question d'aller faire ami-ami avec eux et d'aller dealer avec eux. Mais par contre, il s'agit de les éviter ou de passer devant eux sans se faire remarquer. Maintenant, s'il y avait la possibilité d'imposer un autre style de vie et de chasser par le nombre, par la force, les points de deal, effectivement, c'est ce que je préconiserais. Mais quand on est en infériorité au niveau du nombre déjà de personnes, de familles et puis de bonnes mœurs, c'est très difficile. Et c'est une réalité. Je n'appelle pas justement à monter au combat et à défendre certaines mœurs
ou j'en sais rien, ou aller contre les points de deal. Non, on n'en est pas là. Si on en arrivait là, je prendrais peut-être un autre discours et ce serait différent. Mais là, je fais un constat actuel qui fait que si vous êtes agressé ou pris à partie dans un quartier sensible, la police ne viendra pas tout de suite et vous serez seul face à vos agresseurs. Donc, n'allez pas provoquer, en fait. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et alors, j'ai bien évidemment omis de dire qu'il y a bien évidemment beaucoup d'images, de croquis pour améliorer son potentiel de défense, etc., personnel, individuel. Il y a aussi un quiz que j'ai fait, à découvrir votre profil. Quel citoyen êtes-vous? Alors moi, j'étais ravi. Je me suis dit, c'est comme chez Jacques Martin. Est-ce que tout le monde a bon? J'ai l'impression que j'étais très, très bon, mais je me suis dit, c'est peut-être aussi une astuce, non? Tout le monde finalement. En fait, pour tout vous dire, ce questionnaire m'avait été demandé par Albin Michel. Moi, je ne suis pas trop, comme je vous l'ai dit au tout début de l'interview, je déteste les a priori et je me garde de juger. Voilà. Et en faisant justement un questionnaire, j'avais l'impression de mettre un petit peu les gens dans des cases. Donc au début, j'avais refusé de faire ce questionnaire. Et finalement, j'ai tenté l'expérience. J'ai posé un certain nombre de questions. Vous avez vu, je crois qu'il y en a 25. Et finalement, en fait, je l'ai fait faire à mon entourage et j'ai trouvé que les réponses, c'est vrai, orientaient un peu ma réflexion. Et quand on fait un petit peu le bilan, ça nous permettait quand même d'aiguiller un peu nos conseils. Je vous écoute, je vous écoute. Oui, ça permettait effectivement d'aiguiller un peu nos conseils. Donc on s'est dit, finalement, on l'a proposé à Albin Michel. Bon, ils ont apprécié, ils ont décidé de le conserver justement. C'était en fin de l'ouvrage, et donc après, on a un maximum de A, de B ou de C, et ça définit quand même bien, d'après vous, la personnalité de celui qui vous a lu. Oui, je pense, d'après les retours, il y a celui en fait qui est prêt à agir, mais qui n'a pas forcément conscience de ses capacités, de qui il est et des règles. Il y a celui, le B, finalement, qui agit en fonction de ses capacités, qui croit en lui-même et en ses proches, mais qui a une confiance assez modérée dans les autres, dans ses congénères. Et puis il y a le C qui s'isole complètement, qui compte par contre sur les institutions. Et voilà, donc bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de tous les profils, des 3 profils, mais c'est vrai que mine de rien, en faisant ce quiz, je l'ai fait même pendant les réveillons avec mes proches, et c'était quand même assez proche de ce qu'ils envisageaient. Et on a pu justement débattre, et j'ai pu, c'était un peu mes cobayes, et j'ai pu leur apporter un certain nombre de solutions et de choses à mettre en place qu'ils ont finalement compris et qui comptent mettre en place, parce qu'ils ont vu à quel point le discours était pertinent pour eux, quoi. Bon, je dirais si je suis A, B ou C, après l'entretien, vous me donnerez les conseils, mais après l'entretien, on va laisser les spectateurs de côté sur cette question-là. Merci beaucoup, Anton. Donc, je répète, se préparer au pire, c'est sur tvl.fr et c'est indispensable. Je rappelais ce chiffre qui est très simple, qui est officiel. 1000 agressions déclarées par jour en France, c'est le chiffre officiel. Donc, ça ne prend pas en compte, bien évidemment, toutes les personnes qui n'ont pas porté plainte. Merci à vous et merci de tous ces conseils qui nous rendent plus forts. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous.